Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'exception culturelle, une passion française? Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Philippe Zarifian, La question écologique, 2011. Anne Lavanchy, Anaïs GAJARDO, Fred DERVON, Souladir. Anthropologie de l'interculturalité, 2011. André Ducret et Olivier Meuchler, Souladir 2. Nouveau regard sur les pratiques culturelles. Contraintes collectives. Logique individuelle et transformation des modes de vie, 2011. Frédéric Mollet, Servir. Engagement, dévouement, asservissement, les ambiguïtés, 2011. Bernard Formoso, L'identité reconsidérée. Des mécanismes de base de l'identité à ses formes d'expression les plus actuelles, 2011. Hermano Roberto THIRYCHERQUES, Survivre au travail, 2011. Isabelle Loyodis, Philippe Plat, Nouria RAJADELL Puigros, Souladir.de, Université et formation tout au long de la vie, un partenariat européen de mobilité sur les thèmes de l'éducation des adultes, 2011. Maxime Kijou, Flavienne Lana, Raoul Mata, Julien Rebottier et Gildas de SECHELLES, Souladir 2, Culture et inégalité. Enquête sur les dimensions culturelles des rapports sociaux, 2011. Nathalie Guimard et Juliette PETITGATS, Le contrat jeune majeur. Un temps négocié, 2011. Christiana CONSTANTOPOULOU, Souladir 2. Récits et fiction dans la société contemporaine, 2011. Raphaël Vancon, Enseigner la musique, un défi, 2011. Fred Dervin, Les identités des couples interculturels. En finir vraiment avec la culture, 2011. Christian Guinchard, Logique du dénuement. Réflexion sociologique sur la pauvreté et le temps, 2011. Jérôme Dubois, Souladir 2. Les usages sociaux du théâtre en dehors du théâtre, 2011. Martine Chaudron. L'exception culturelle, une passion française? Éléments pour une histoire culturelle comparée. Préface de Jean-Claude Passeron et François de Singly. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 55 607 2. EAN 9 782 296 556 072. Note des éditeurs. Ce livre fut écrit pour l'essentiel en 2003 à 2004. Martine Chaudron y avait rassemblé une bonne part de ses travaux de sociologie de la culture, en privilégiant comme axe essentiel d'analyse l'exception française. Il devait être publié au PUF dans la collection Sociologie d'aujourd'hui, dirigée par Georges Ballandier, mais pour des raisons internes à cette maison d'édition, cette collection a été fortement réduite et cela n'a pas été le cas. Quelques années plus tard, Martine a été atteinte d'une grave maladie dont elle devait décéder le 22 novembre 2009, sans avoir pu le retravailler. Nous avons décidé de le publier dans l'état, en y apportant simplement quelques corrections de forme, et en complétant 1 ou 2 chapitres à l'aide d'articles sur le même thème ultérieurement publiés. Le lecteur voudra bien excuser le caractère inachevé de la rédaction, à laquelle nous n'avons pas cru pouvoir remédier, en l'absence de l'auteur. On y trouve de ce fait l'expression d'une pensée en mouvement, qui se cherche à travers les nombreuses références qu'elle mobilise. Il nous a semblé que l'intuition fondamentale qui guidait cet essai,
celle d'une connexion étroite entre les formes artistiques, les légitimités culturelles et les modes d'appropriation des publics avec les différentes traditions nationales examinées, France, Grande-Bretagne, Italie, États-Unis, justifiait pleinement une telle publication, fût-elle imparfaite. Il s'agissait aussi de rendre justice à une chercheuse de talent, qui n'avait pas eu le temps de livrer au public une synthèse de ses travaux. Nous avons complété cette publication par l'ajout de 3 articles postérieurs, qui en prolongent l'inspiration, sur la littérature d'expression française et la francophonie, sur le cinéma d'auteur ainsi que sur la notion de patrimoine mondial de l'humanité. Anne Coupiex est pour sa part chargée de rédiger un bref résumé des travaux antérieurs de Martine Chaudron consacrés à l'Europe et au féminisme. On trouvera ces 4 textes en fin de volume, ainsi qu'une bibliographie aussi exhaustive que possible de l'auteur. Nous voulons remercier ici très chaleureusement Claire Chaudron, la sœur de Martine, qui nous a largement ouvert l'accès à ses archives personnelles, Anne Foisse, qui a apporté à ce projet tout son soutien, Jean-Michel Vieillard, qui a accepté de composer gracieusement ce livre en souvenir du temps où Martine était chargée de l'édition des ouvrages du service des études et recherches de la BPI, l'Université de Paris Diderot, qui a prêté son concours à cette édition et Bruno Péquignot, qui a bien voulu l'accueillir dans la collection Q'. Il dirige aux éditions L'Harmattan. Un grand merci enfin à Jean-Claude Passeron et François de Singly, qui ont l'un et l'autre immédiatement accepté de rédiger chacun un témoignage chaleureux, qui témoigne de la vive personnalité de Martine, au-delà du seul intérêt de ses travaux universitaires. Anne Coupiex et Joël Roman. Sociologie de la culture et expérience culturelle. Jean-Claude Passeron. On me demande de préfacer le livre que Martine Chaudron terminait quand la mort a interrompu son travail. Quelques amis et collègues de cette sociologue ont à très juste titre considéré qu'il fallait mener cette édition à son terme pour rendre hommage je dirais plus volontiers rendre justice à ses travaux de date plus ancienne, qu'elle voulait revisiter dans un livre de synthèse en sociologie des arts et de la culture, laissé pour partie inachevé. La richesse descriptive des recherches sur lesquelles s'est appuyée Martine Chaudron se voit au nombre et à la diversité de ses publications durant 30 ans articles et comptes rendus d'enquêtes, menés dans de nombreux pays européens sur les pratiques culturelles de publics multiples et essais de bilan publiés dans la plupart des revues de sciences humaines, généralistes ou spécialisées, communication à des colloques internationaux, direction de programmes coordonnés et de publications collectives au centre des l'ethnologie française du CNRS ou au service des études et des recherches du Centre Beaubourg toute publication qui, même lorsqu'elle répondait à une demande éditoriale ou institutionnelle appliquée, réussissait à nouer leurs apports autour des points les plus vivement débattus de la recherche fondamentale en sociologie des symbolismes sociaux, c'est-à-dire dans ce vaste ensemble de pratiques et de valeurs que noue l'histoire des identités culturelles et la circulation des œuvres de civilisation. Je l'avais constaté, en assistant à ces 2 soutenances de thèse universitaires ayant dirigé la première c'était, je m'en souviens fort bien à l'Université expérimentale de Vincennes, aussi riche en petites exceptions universitaires qu'en fantaisie d'époque au tout début de sa carrière de chercheuse, ou de chercheur, je ne sais comment elle eût préféré qu'on dise. Pour la seconde, récemment moi-même retraité depuis assez longtemps, mais heureux de pouvoir examiner à la loupe la cartographie de sa longue marche d'exploratrice sur les chemins de l'histoire des cultures, j'étais dans le jury qui lui a décerné son habilitation à diriger des recherches, en décembre 2002. Parti d'un bon pied, en 1978, avec une thèse en sociologie de l'éducation, qui portait sur le rendement social différentiel des mêmes titres scolaires sur le marché de l'emploi, les travaux de Bourdieu et Passeron en sociologie de l'héritage culturel, lui avait d'abord servi, comme assez souvent chez les jeunes chercheurs de cette génération, de cadre conceptuel et de matrice d'hypothèse ls', était progressivement et fort heureusement, dirais-je, pensant à des disciples moins curieux ou moins inventifs, moins émancipés de l'influence exclusive de tout maître ou de toute tutelle d'école, en étendant ses recherches, de droite et de gauche, au gré des opportunités institutionnelles, mais sachant toujours tirer parti pour en faire de bons objets sociologiques, du glissement incessant des frontières de la culture dans les sociétés européennes à la fin du XXe siècle. Son terrain n'a jamais changé.
c'était la culture prise bien sûr en toute la diversité de ses sens prêtant à description sociologique moins du sens le plus ethnographique au sens le plus légitimiste moins sans jamais les confondre, comme s'y laissent volontiers aller les idéologues confusionnistes, fabricants de jugements définitifs sur l'épanouissement ou le déclin des civilisations. Martine Chaudron s'est passionnément intéressée à tous les visages de la culture, en sociologue d'enquête, y revenant plusieurs fois et changeant ses angles d'attaque, qu'il s'agisse du féminisme, de la condition féminine et du statut des femmes moins la cuisinière, l'intellectuelle, ou les deux dans la même moins des statuts, des destins et des stratégies des deux sexes dans la famille comme à l'école ou au travail, des itinéraires de fratrie ou de génération, de la francophonie, de la francophilie ou du football comme de la représentation de L'. Europe chez les provinciaux moins nantais et amiénois moins de la variété des écritures et des lectures populaires, comme du renouvellement des moyens de loisirs et de communication, des pratiques des enseignants et des médiateurs culturels, des grandes expositions comme de la visite guidée des musées et de la mémoire inscrite dans les noms de rues, de l'édition, du cinéma des auteurs, de la légitimation des nouvelles formes de pratique et de goût artistique, de la trame des histoires de vie ou des modes intellectuels moins et, le plus souvent possible, en recadrant ces objets, bien vivants et palpitants d'actualité, toute une faune et une flore sociographique, dans le cadre des grands programmes de comparaison statistique sur les pays européens lancés par le ministère de la Culture. La variété de ces objets, comme son souci de circonstancier sociologiquement les processus économiques, culturels et artistiques à travers lesquels elle s'attache à lire l'histoire des cultures européennes, appelait une large synthèse capable de mettre en valeur la portée de ces analyses en les éclairant par une interprétation sociologique, fondée à la fois sur des séquences d'événements historiques et sur des comparaisons entre configurations culturelles singulières. On a ici la forme presque finale du livre qu'elle avait entrepris de repenser sur les types d'actions et d'interactions symboliques, en construisant une nouvelle argumentation moins historique et sociologique, moins à partir du texte où elle avait décrit en 2002 son parcours de sociologue. On voit comment elle a tiré parti de la discussion des conclusions de sa thèse, et surtout des objections qui lui ont été faites à cette occasion. On y verra surtout comment elle savait, selon les cas, livrer à son lecteur l'empathie d'une ethnographe de terrain, attachée à la signification des mots et des gestes indigènes ou nous détailler contrastes et parallélismes à travers l'analyse de tableaux comparatifs, recourant tant à la statistique descriptive des populations concernées qu'à la statistique analytique, qui soupèse sur échantillon les facteurs et les variables de l'évolution d'un phénomène. Ce livre révélera donc au lecteur le profil de Martine Chaudron, sociologue avertie et ouverte aux hypothèses venues de tous les horizons théoriques. Aucune des méthodes classiques qui construisent l'intelligibilité sociologique n'y est négligée moins statistique des pratiques et écoute des discours par l'interview, analyse de textes et de documents produits par les diverses catégories d'acteurs sociaux, examen des descriptions proposées par les sociologues de la culture comme des argumentations d'écrivains, d'essayistes ou de gestionnaires d'appareils culturels, qui ont suscité ou accompagné, en France et ailleurs, les politiques culturelles de ces dernières décennies. Le livre aboutit donc moins le lecteur le sait dès la lecture du titre moins à interroger l'exception culturelle française. Mais il faut bien peser la portée du point d'interrogation qui le clôt, puisqu'il invite à analyser ce phénomène de cristallisation paradoxale sous l'angle des passions collectives moins au sens historique, qu'avait inauguré Théodore Zeldin à propos des passions françaises. Le livre ne se réduit pas au constat banal, moins généralement pétri de sollicitude inquiète et d'autosatisfaction nationale, bercé par le nationalisme culturel moins d'une exception grandiose qui isolerait dans sa gloire ou sa légitimité spécifique l'histoire de la culture française de toutes les autres. Pour le sociologue qui a appris, à l'usage des logiques non monotones, qu'en matière de régularité sociale ou culturelle, l'exception et la règle permutent sans cesse leur position en fonction du contexte où on les décrit, l'objet premier de l'enquête se transforme immédiatement en un objectif de compréhension des différences, qui appelle à son tour une méthode à la fois durkheimienne et weberienne, celle d'une comparaison historique entre des contextes proches qui oblige à l'analyste à reconstruire à partir de leur singularité la plus accentuée, chacune des configurations historiques comparées. Chacun des cas livre alors sa singularité la plus significative dans les traits qui le distinguent le mieux des autres et par là même, le rendent aussi exceptionnel qu'eux sous d'autres rapports. En suivant dans les événements,
les textes, les idées et les passions, le cheminement de l'expression valise que lança sur le marché français Jacques Rigaud, en 1995 avec un écho trop persistant pour être sociologiquement simple Martine Chaudron caractérise fort bien une histoire culturelle qui de la création en 1959 un ministère de la culture par Malraux à celui de Langue, de 1981 à 1995, a vu son sens descriptif s'infléchir pour devenir un programme de médiation généralisée, passant d'une politique culturelle de large diffusion des œuvres d'un répertoire de haute légitimité moins proche encore d'un mécénat royal ou étatique à une diversification territoriale et thématique des politiques publiques de la culture. À analyser, comme le fait l'auteur, cette histoire dans toutes ses dimensions sociologiques, économiques et politiques dans cette période et en cette nation rien n'y est jamais exceptionnel, puisque rien de ce qui est pertinent pour faire comprendre une singularité culturelle ne l'est. En Europe, et plus particulièrement en France, le traitement et le statut des œuvres artistiques ont depuis longtemps moins difficile de dire si c'est depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe, le XIXe, ou seulement depuis Malraux et Langue, moins focaliser une attention sociale particulière, le plus souvent faite de curiosité à l'étranger et d'autosatisfaction chez les intellectuels français. En bon milanais Stendhal disait vanité française et Zeldin, orgueil de la performance. La sociologie comparative pourrait retrouver des ressorts analogues dans bien d'autres époques de référence comme le mécénat impérial d'Auguste, visant à la restauration des anciennes valeurs romaines, ou l'éclat panhellénique d'Athènes au siècle de Périclès. Mais est-ce à dire que ce seraient là des phénomènes exceptionnels dans l'histoire des cultures, et en l'occurrence, un miracle du génie français? Bien au contraire, Martine Chaudron nous entraîne dans un exercice de relativisme culturel qui lui trouve immédiatement et facilement des types idéaux jumeaux, par exemple dans le genre romanesque pour l'Angleterre du XVIIIe siècle ou l'opéra verdien dans l'Italie du Risorgimento au XIXe siècle. Je trouve un peu moins bien étayé dans l'histoire de la peinture, le transfert du foyer central d'influence qu'elle dit observer entre Paris et les États-Unis au XXe siècle. Dans tous ces cas, l'originalité culturelle d'un moment de civilisation ne tient pas à l'apparition d'une entité substantielle et insubstituable, au monopole d'un genre ou d'un système de valeurs, ni à l'exclusivité d'un style d'expression, mais à un rapport dominant aux normes de l'œuvre d'art et aux représentations de la création artistique, en somme à un principe de dynamisme qui fait un temps la force de diffusion et d'attraction des modèles exemplaires lorsqu'ils parviennent à nouer un maximum de rapports symboliques propres à la configuration culturelle d'une société. Marcel Mauss avait pris l'exemple de l'échange par don et contre-don, pour faire comprendre ce qu'est un fait social total dans le monde mélanésien comme en toute autre culture. Il formulait ainsi une règle grammaticale de la texture durable des cultures en acte et en mouvement. En tant que cosmos de signification liés entre elles par le jeu mobile d'une société, elles font saillir des nœuds où se ramasse le sens fonctionnel de tout un réseau d'interactions symboliques. Ce sont ces symbolisateurs nodaux j'ai essayé de le montrer sur d'autres cas qui offrent à la lecture de l'ethnologue ou du sociologue le condensé d'un maximum de significations enchâssées. L'attention que porte l'indigène d'une culture et son observateur savant à ces moments privilégiés de cristallisation historique, est-elle aussi passionnelle chez l'un et l'autre? Différente assurément, de toute la distance qui sépare le sens vécu d'un sens reconstruit c'est ce qui distingue le pratiquant culturel d'un sociologue de la culture. Mais la question nous conduit droit sans nous faire sortir de la sociologie au lien qui fait circuler le sens entre la texture affective des pratiques culturelles et les sentiments indispensables à la compréhension qu'en propose l'observateur. La cristallisation est un marqueur de la passion amoureuse ou artistique comme il l'est aussi de la passion des descriptions. Jean-Claude Passeron, mars 2011. Histoire d'un petit monde. François de Singly. Un des points de discussion en sociologie porte sur la clôture ou non de la socialisation. Est-ce qu'à un moment donné de son existence, l'individu est totalement socialisé ou au contraire partiellement? Dans sa sociologie de l'expérience, François Dubay cite cette phrase de Simmel : « La manière dont tout individu est socialisé dépend aussi de la manière dont il ne l'est pas. » Bourdieu, lui, adopte la première perspective, affirmant que tout agent social n'est constitué que d'un habitus et d'une série de capitaux. Aucune place dans ce schéma pour une relative indétermination.
Selon cette dernière théorie, quand un événement inattendu se présente, la femme ou l'homme, consciemment ou non, transfère un schème déjà intériorisé pour agir. Cependant, cette affirmation n'éclaire ni les conditions, ni les règles de ce transfert. La seule preuve avancée est la démonstration de Panofsky, avec le transfert entre la pensée scolastique et l'architecture gothique. Mais comment le capital scolaire alors qu'il y a si peu d'enseignement d'art à l'école peut-il se convertir en capital artistique? On l'ignore tout en affirmant qu'il existe puisqu'il y a une relation forte entre le niveau de diplôme et la probabilité d'entrer dans un musée. Les sociologues partisans de l'inachèvement estiment qu'il peut ne pas y avoir transfert, que l'inventivité peut survenir justement dans les trous de la socialisation. Pourquoi commencer ainsi ce texte d'hommage à Martine Chaudron? Pour une première raison, c'est que je n'ai jamais appris de près ou de loin à écrire un texte d'hommage. Je ne vois pas ce que je peux emprunter pour réaliser cet exercice. Il est vrai que je pourrais lire d'autres hommages, notamment ceux rendus au moment de la mort de Bourdieu, afin de prendre modèle, mais cela est inutile car je refuse d'entrer dans un tel type d'hommage, plutôt situé dans une relation hiérarchique. Avec Martine, nous étions dans une relation symétrique. Lorsque nous nous sommes connus, nous étions tous les deux maîtres assistants, puis maîtres de conférences à l'Université de Nantes, au département de sociologie. Un des points qui nous a réunis immédiatement est notre filiation commune. Nous avions le même père spirituel. Notre directeur de thèse de 3e cycle était Jean-Claude Passeron. Martine avait soutenu une thèse en 1976 à l'Université de Paris 8, Système d'enseignement et division du travail - le rendement professionnel et social de la formation scolaire. Dans le département de sociologie, il y avait des sociologues marxistes et des sociologues proches du Centre de sociologie européenne, et au sein de ce dernier groupe minoritaire, Charles Suot, Yves Tertrais était du côté de Bourdieu, Martine et moi de l'autre côté, avec Passeron qui s'était éloigné de son compère dès la sortie de la reproduction en 1970. Chemin de la Censive du Tertre, cette séparation avait peu d'effet. Nous avions conscience d'avoir la même définition du métier de sociologue, notre Bible publiée en 1968. En 1977, mon épouse a été nommée à Angers, et je faisais les allers-retours entre ces deux villes des Pays de la Loire. Martine prenait le même train, et je me souviens que nous refaisions le match en sortant des réunions de département. Ces moments ont contribué à créer, par ces échanges, un small world commun, en référence à un roman de David Lodge traduit sous le titre Un tout petit monde que nous avions apprécié tous les deux. La conversation régulière est en effet le support d'une telle construction selon Peter Berger et Thomas Luckmann dans La construction sociale de la réalité, mais qui n'était pas encore devenue une référence principale pour ceux et celles qui appartenaient à la mouvance bourdieusienne. Ce petit monde était aussi habité par la pensée féministe. Martine me racontait son immersion dans le milieu féministe de la recherche qui se structurait à cette période, avec notamment l'atelier production-reproduction qui débouchera sur les cahiers de l'âpre, ses recherches sur les trajectoires sociales des femmes et des hommes, publiées dans Le sexe du travail, Pug. Cela m'aidait dans la rédaction de mes travaux préparatoires à ma thèse d'. État, fortune et infortune de la femme mariée, cherchant à combiner la théorie de Bourdieu et Passeron avec la perspective féministe, notamment celle développée par Christine Delphi. Il y eut une grande rencontre avec le colloque « Institutions familiales et travail des femmes », organisé par la Société française de sociologie, à l'Université de Nantes, les 6 et 7 juin 1980. Pour Martine et moi, c'était en quelque sorte chez nous, et sur nos thèmes que nous recevions. Ainsi des relations durables se sont nouées avec Michel Ferrand, Margaret Maruani, Jacqueline Laufer, etc. Notre petit monde était aussi nourri de nos conversations sur notre vie privée. Martine me narrait ses plaisirs et aussi ses déboires avec les hommes, de sa sœur danseuse. Nous parlions un peu de tout, on papotait toujours avec grand plaisir. Engagé à l'époque au Parti socialiste, j'étais admirateur de François Mitterrand. Ayant un petit penchant people, moins que j'ai conservé, moins je voulais aller après mai 1981 rue de Bièvre. Comme l'un de ses amis avait le bonheur d'habiter juste en face de la maison du président, Martine m'a donné la chance de faire mon pèlerinage, à défaut de la Roche de Solutré. Ce monde ne comprenait que peu de pratiques professionnelles communes.
Martine travaillant avec les deux bourdieusiens de l'équipe de Nantes, Charles Suot et Yves Tertrais, sur une réflexion sur l'Europe qui a donné lieu à la publication d'un article dans Esprit en 1991, Les Français, entre crainte et désir d'Europe, pendant que je poursuivais mes travaux sur le coût de la vie conjugale pour les femmes. Elle me parlait avec enthousiasme de son engagement à la fin des années 1980 dans l'élaboration, la conception, la réalisation de la revue Préface, éditée par le Cercle de la Librairie. Elle appartenait au comité de lecture et était responsable de la rubrique Anthropologie, Sociologie, Démographie. Cette revue bimestrielle avait l'ambition de fournir dans chaque numéro une centaine de comptes rendus d'ouvrages français, toutes disciplines confondues. Cette passion m'a toujours fait regretter que Martine n'ait pas appartenu au comité de rédaction d'une revue de sociologie. Elle aurait été parfaite. Pour reprendre le titre d'une recherche menée sous la direction de Jean-Claude Passeron, elle avait l'œil à la page. En 1986, la nomination de Martine, lassée des voyages permanents, à l'université d'Amiens, et ma nomination à l'université de Rennes 2 comme professeur, ont interrompu nos conversations régulières. Notre monde commun s'est un peu figé. Il a été réactivé par un objet de recherche, la lecture. Martine Chaudron avait obtenu un détachement à la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou, pour être responsable du service des études et recherches de 1991 à 1993. De mon côté, j'avais réalisé une recherche pour l'Observatoire France Loisirs de la lecture, Lire à 12 ans, en 1989, et j'avais effectué pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture pendant l'année universitaire 1992 à 1993 une suite plus ambitieuse sur les jeunes et la lecture. Au moment de l'achèvement de ce travail, j'ai été chargée de penser un colloque de sociologie et d'anthropologie dans le cadre des premières rencontres nationales de la lecture et de l'écriture à la Grande Halle de la Villette. J'ai aussitôt associé Martine Chaudron et le service des études et de la recherche de la BPI. Ce furent de grands moments avant, pendant et après pour la mise en forme d'un ouvrage tiré de ce colloque. Identité, lecture, écriture 1. Nous avons eu la joie notamment d'accueillir Richard Hogarth qui était un grand nom depuis la traduction moins enrichie d'une préface devenue célèbre moins, de Jean-Claude Passeron sur la culture du pauvre, 1970. Martine avait présenté des impressions d'Europe, concernant les recherches européennes sur la lecture et l'écriture, pendant que je commençais une nouvelle aventure intellectuelle en sociologie de l'individu, par le biais du concept d'identité. Notre texte préféré était celui de Christine Garbe, chercheuse berlinoise, sur les femmes et la lecture. Il expliquait comment certains hommes ne supportaient pas que leurs épouses se réfugient dans la lecture, pendant qu'ils regardaient la télévision. Ils ne voulaient pas qu'elles aient un monde à soi, les contraignant à rester épouses lorsqu'ils étaient à la maison. Après le service études et recherches, Martine rejoint l'université Paris 7 en 1993 pendant que je suis nommée à l'université Paris V. Curieusement, notre présence commune à Paris a coïncidé avec le quasi-arrêt de nos rencontres. Martine s'investissait fortement en sociologie de la culture, et moi m'engageant dans une sociologie compréhensive de la famille au sein de laquelle cette orientation était moins centrale. Surtout, peut-être était-ce aussi un temps du processus d'individualisation pour nous deux. Nantes c'était notre jeunesse professionnelle avec ce père commun et nous étions passés à une autre étape de notre vie. En quelque sorte, nous étions des amis d'enfance. Quelquefois j'avais des nouvelles par mon ami Bruno Péquignot qui a été son parrain pour son habilitation à diriger des recherches, une sociologie de l'art entre histoire culturelle et sociologie de la culture. Approche comparative, en 2002, à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Nous nous sommes retrouvés ce jour-là, et ce soir-là. Il y avait Jean-Claude Passeron. Flashback. C'était émouvant. Ensuite le silence jusqu'à ce que, lors d'un échange téléphonique au début de 2010, je fasse allusion à Martine au présent à une jeune chercheuse féministe, et qu'elle m'apprenne sa disparition. Je devais apprendre à conjuguer au passé. Je me suis mis à pleurer, là. Je me souviens du long blanc. Notre petit monde était à jamais fixé, sans disparaître pour autant. Il était désormais uniquement conservé dans ma mémoire. Sous quelle forme aurait-il été raconté par Martine, si la situation s'était inversée ? Je l'ignore.
Ce que je sais, c'est que Martine fut, pendant les années de Nantes, pas toujours si rose pour l'une et l'autre, une accompagnatrice précieuse et amicale, quelqu'un qui donnait sans compter et qui, pour cette raison, compte encore. Merci. 1. Identité, lecture, écriture, sous la direction de Martine Chaudron et François de Singly, Paris, BPI Centre Georges Pompidou, 1993 265 p. Introduction. L'exception culturelle française, de quoi s'agit-il au juste? Suivons l'économiste Joël Farchy. À partir du milieu des années 1980 et surtout lors des négociations du GATT en 1993, la France a été la principale instigatrice d'une politique cinématographique et plus généralement audiovisuelle protectionniste au niveau européen. Cette politique, devenue symbole de la résistance de l'ensemble des activités culturelles aux lois du marché, a connu une médiatisation extrême sous le nom des « exceptions culturelles », terme sans doute inventé dans l'entourage du ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, avant d'être repris par Jacques Rigaud dans son essai « Wareskiel 2001, pages 266 à 268. En outre, au-delà de l'épisode du GATT, si cette expression a connu un tel succès médiatique, c'est aussi parce qu'elle résume tout à la fois un héritage issu d'une longue tradition française d'intervention publique, un enjeu économique important et un symbole pour l'avenir de la construction européenne. Ainsi donc l'objet de ce livre est, si ce n'est de résoudre complètement l'énigme de l'exception culturelle, du moins d'en fournir quelques clés de lecture. Et ce, à partir d'un point de vue à la croisée de plusieurs approches des mondes de l'art, Baker-Moulin, 1986, et de la culture, en référence d'une part aux nouvelles tendances de la sociologie de l'art et de la culture, d'autre part à une perspective de sociologie comparée, tendance histoire culturelle. De nouvelles approches des mondes de l'art et de la culture. Sociologie de l'art, Moulin, 1986, fait date dans la structuration de ce domaine de la sociologie en France. En effet, en rupture avec les études de sociologie de l'art, Franck Castel, 1970, et avec la sociologie de l'art, Duvigneau, 1967, que je situe dans la lignée de l'histoire de l'art des années 50-60, cet ouvrage collectif fonde ces nouvelles tendances de la sociologie de l'art dans le sillon de la sociologie de l'éducation et de la culture inaugurée par les héritiers, Bourdieu, Passeron, 1964, D'. Ailleurs sous-titré Les étudiants et la culture, puis par l'amour de l'art, Bourdieu, Darbel, 1967, au sous-titre là encore évocateur, Les musées d'art européens et leurs publicains. Rupture consommée avec Raymond Moulin, le marché de la peinture en France qui, dès 1970, introduit à une approche socio-économique des arts plastiques. L'organisation même du colloque de Marseille, EHESS, 1985, et du livre qui en est issu, Sociologie de l'art, Moulin, 1986, est emblématique du tournant opéré dans ce domaine de la sociologie. Politique et institutions culturelles, 2. Profession artistique et marché de l'art, 3. Public et perception esthétique, 4. Une sociologie des œuvres est-elle possible? En outre, même si les interventions concernant les arts plastiques et le patrimoine dominent en nombre, la plupart des autres disciplines sont abordées par au moins une contribution: la musique, le cinéma, la littérature, la photographie. Quant aux 25 intervenants français, ils sont chercheurs CNRS-EHESS ou enseignants-chercheurs universités, en sociologie de l'organisation, de la qualification, de l'innovation ou en démographie, en histoire, en sciences politiques, en philologie, et pour 6 d'entre eux seulement spécialistes de la sociologie de l'art ou de la littérature. Sans oublier 2 professionnels de la culture, conservateur des musées de France, directeur de la Bibliothèque publique d'information BPI Centre Georges Pompidou. On ne s'étonnera pas de la présence d'une quinzaine de chercheurs étrangers, surtout américains, auxquels s'ajoute un Italien de Pise, un Suisse de Lausanne. Au début des années 1980, le domaine de la sociologie de l'art est bien plus avancé outre-Atlantique. Je souligne à dessein la présence de Howard S. Baker qui, par son article « La distribution de l'art moderne », livre l'essentiel de sa problématique. Une problématique qui se situe plus dans le champ de la sociologie du travail et des professions et qui fera école de ce côté-ci de l'Atlantique. Mieux, elle constitue le second paradigme autour duquel s'est structurée cette nouvelle sociologie de l'art en France. Position de leader confirmée et renforcée par la traduction de son livre Les mondes de l'art,
1982, 1988 pour la traduction française chez Flammarion dans la série Art, Histoire, Société, dirigée par P. M. Menger et Améro, qui constitue un autre élément d'institutionnalisation de ces nouvelles tendances. Et d'ailleurs, Pierre-Michel Menger n'a-t-il pas publié un portrait de l'artiste en travailleur ? On aura remarqué l'adjonction de la culture au fameux monde de l'art de Baker sous l'expression monde de l'art et de la culture. Pourquoi réunir dans un même ensemble la sociologie de l'art et la sociologie de la culture ? Deux domaines qui en France restent encore relativement autonomes l'un par rapport à l'autre. La sociologie de l'art traite des beaux-arts, les arts plastiques, la musique, la littérature, finalement tout ce qui fait œuvre d'art, là où la sociologie de la culture traite davantage des biens culturels produits des industries culturelles, le livre, le disque, le film de cinéma, etc. Mais dans les deux cas on a toujours affaire à l'œuvre, la sociologie de l'art se consacrant davantage à la création-production de l'original, tandis que la sociologie de la culture met l'accent sur sa reproduction, diffusion, distribution. À cet égard, la contribution de Jean-Claude Passeron, Figure et contestation de la culture. Légitimité et relativisme culturel, est très éclairante. En identifiant trois sens hétérogènes du mot culture, la culture comme style de vie, la culture comme comportement déclaratif et la culture comme corpus d'œuvres valorisées, il dégage clairement en cette troisième composante ce qui, à mon sens, est l'objet de la sociologie de l'art et de la culture. Suivons-le. Il s'agit là d'un vaste ensemble de faits, de valeurs artistiques, constitués par ce qu'on a parfois désigné dans une société comme des œuvres de civilisation, c'est-à-dire comme un ensemble privilégié de messages qui font l'objet d'une expérience et d'un traitement social particulier. Ce traitement s'objective dans le fait qu'ils sont conservés, commentés, hiérarchisés, reproduits ou rediffusés dans des conditions d'attention et de continuité tranchant sur le sort réservé aux messages culturels tout venant. Passeron, 1991, pp. 327 à 328. Alors l'objet d'une sociologie de l'art et de la culture réunifiée, difficile d'inverser art et culture en français, peut-il s'énoncer ? L'ensemble des conditions de production-diffusion via la médiation et de réception des œuvres. Des œuvres pour la plupart produites au sein de monde de l'art, conçues comme un réseau d'activités coopératives comprenant tous ceux qui contribuent à l'élaboration de l'œuvre d'art jusqu'à son état final. Et qui, pour ne reprendre ici que l'exemple de la peinture contemporaine, vont du peintre au public, incluant les fabricants et marchands de toiles, couleurs et autres matériaux, les responsables du financement indispensable à la production et les agents de la distribution des œuvres produites. Baker-Moulin, 1986, pp. 434 à 435. Et si l'essentiel de l'analyse porte ici même sur les politiques publiques de la culture, c'est précisément parce que ce qui reste malgré toute exception culturelle française est au fondement, ou définit les principales caractéristiques de l'ensemble désigné ci-dessus. Je ne prendrai que deux exemples. Si le hip-hop français est aujourd'hui le second en importance après le hip-hop américain, Shapiro Bureau 2001, c'est vraisemblablement parce qu'il a été reconnu comme expression artistique légitime par le ministère et par conséquent aidé, en particulier la breakdance, plus que le rap et surtout que le graphe. Autre exemple, brûlant d'actualité. Si le développement du multimédia la production télévisuelle au premier chef est à l'origine de la formidable augmentation des effectifs d'artistes dramatiques et de danseurs ils ont plus que triplé ces 20 dernières années, passant de 7 000 à 24 000 le statut unique en Europe, d'intermittent du spectacle n'y a-t-il pas également contribué ? J'y reviendrai. Une tentative de sociologie comparée, tendance histoire culturelle. Jacques Rigaud ouvre son essai L'exception culturelle 1995,
par une lettre à des amis européens, chap. I. Puis quelques chapitres plus loin à mi-parcours il adresse une seconde lettre à des amis européens, chap. VI. Le ton est donné. Il s'agit de rendre compte de la singularité des relations entre culture et pouvoir en France, qui ne cesse de susciter l'étonnement, voire la surprise chez nos voisins européens. Et pour la lectrice, le lecteur français, cette simple mise à distance est tout à fait salutaire, en cela qu'elle l'introduit à cette idée que la politique et la vie culturelle française a ses caractéristiques propres, qui la font différente de ce qu'elle est en Italie ou en Espagne, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. En outre, le point de vue adopté ici pour construire l'exception culturelle française a été travaillé par les 3 études sur l'Europe culturelle que j'ai réalisées, en collaboration, entre 1989 et 1962. Expérience auquel j'ajouterai d'une part, depuis 1995, la responsabilité des échanges Erasmus au sein de l'UFR de sciences sociales de l'Université Paris 7-Denis Diderot, qui nous amène chaque année une petite trentaine d'étudiants MELES issus ES de l'un des 15 pays de l'Union européenne, dont une vingtaine d'Italiens, et d'autre part quelques mois d'enseignement et de recherche passés à Naples, Lisbonne et Recife. Enfin, plus de 3 décennies d'une fréquentation régulière et assidue de l'Italie ont fondamentalement contribué à forger cette posture de l'entre-deux, culture. On ne s'étonnera pas alors de trouver dans les pages qui suivent, en contrepoint de la situation française, des développements sur l'histoire culturelle italienne. C'est d'ailleurs à cette démarche que nous engage Christophe Charles. La comparaison n'a pas pour ambition de retrouver ces évidences les plus simples, ni de faire l'inventaire des analogies les plus formelles. Comme dans les autres branches de l'histoire, elle est une voie pour proposer des hypothèses d'explication qui ne soient pas seulement tautologiques, ou qui renvoient à des différences culturelles irréductibles. La comparaison a pour vertu de relativiser ce qui, au sein d'un seul espace national, paraît trop aller de soi. Les intellectuels français, au nom d'une tradition biséculaire et d'un universalisme abstrait qui a servi de modèle à de nombreuses parties du monde, n'ont que trop tendance à tomber dans ce piège ethnocentrique. La comparaison est donc un garde-fou indispensable. Elle n'a pas seulement cette vertu heuristique. Elle doit aussi servir à déjouer le piège des fausses similitudes ou des fausses ressemblances. Charles 1996-2001 page 28. Ainsi, est-ce à un exercice de relativisme culturel que je vais procéder, sous les auspices d'historiens de l'art et de la culture, reconnus comme tels ou non? Je pense au petit texte classique de Ernst H. Gombrich, Enquête de l'histoire culturelle, ou plus surprenant à la somme que l'écrivain François Bon a consacrée au Rolling Stone. Mais de quels matériaux ce livre est-il fait? Des matériaux à tout le moins très diversifiés. Diversité où l'on reconnaît le raisonnement sociologique comme mixte de raisonnement historique et de raisonnement expérimental, Passeron, 1986, et qui mêle des travaux de première main, études et recherches que j'ai menées et ou dirigées, avec la reprise de données constituées par d'autres. À la suite d'un chapitre préliminaire, les 2 premières parties, l'exception culturelle ou la politique publique de la culture à la française, chap. 2, 3, 4, et la médiation culturelle généralisée, institutions et artistes, relais des politiques publiques de la culture, chap. VI, traite directement des politiques publiques de la culture telles qu'elles se sont mises en place ces 20 dernières années, loi de décentralisation, ministère langue. Quant aux 2 dernières parties, les origines culturelles de l'exception française, chap. 7-8, Histoire culturelle et genres artistiques, chap. XI, elle tente de démontrer le caractère proprement historique, politique et finalement culturel de l'exception culturelle qui la fait spécifiquement française et pas italienne par exemple. Éclairage qui permet en outre de relativiser la hiérarchie des légitimités culturelles. Le corpus d'œuvres valorisées n'est pas le même d'une société occidentale à l'autre, ne serait-ce que parce qu'il est le produit d'une histoire particulière. 1. Point de vue fustigé par Jean Duvigneau. Quant à la partie sociologique de leur recherche, elle est plus pauvre encore. Peut-être essayer de réduire l'expérience artistique à un milieu, ou bien d'examiner les environnements de l'art, les publics, les éléments seconds mais positifs, comme si l'on parvenait par là à saisir la réalité substantielle de la création. Et Bourdieu et R. Passeron, d'une manière plus weberienne, n'envisagent pas autrement le problème de la création,
et ce faisant l'efface. Opsite, page 27. 2. J'y reviens plus en détail dans le chapitre I. Chapitre 1er. La culture made in France. 3 exemples permettront de démontrer l'inanité de la frontière entre sociologie de l'art, entendre les beaux-arts, et sociologie de la culture, entendre la culture de masse, et du même coup l'intérêt heuristique d'avoir réuni dans un même objet ces 2 domaines de la sociologie. Les belles lettres d'abord. L'œuvre originale, le manuscrit n'a d'existence sociale que si son auteur rencontre un éditeur, l'objet livre, le plus ancien des produits de l'industrie culturelle, étant le support incontournable de la diffusion de l'œuvre et donc de son arrivée au destinataire, le lecteur. La musique ensuite. L'œuvre originale, la pièce musicale n'a d'existence sociale que si son auteur-compositeur rencontre, plus encore qu'un éditeur, la partition, un ou des instrumentistes, chanteurs-interprètes selon qu'il s'agit d'une pièce pour soliste, duo, trio, quatuor orchestre, etc. Et le mode de diffusion de l'œuvre originale reste le concert, ses destinataires, les auditeurs-spectateurs étant réunis en un public, le temps de ce concert dans cet espace public, salle, lieu de culte, site en plein air, etc. En revanche, le disque de musique enregistré, support plus récent, certes aujourd'hui massif de diffusion de l'œuvre originale, s'en éloigne, quand bien même il s'agit d'un enregistrement en live, et non pas en studio mais peut aussi paradoxalement, faire l'objet d'une réappropriation de la part de l'auditeur par une écoute répétée, le plus souvent solitaire comme la lecture, dans l'espace privé. Le cinéma enfin. L'œuvre originale, le film réalisé dans un format, une langue, ne peut exister que si l'auteur du scénario rencontre un réalisateur, un producteur, un distributeur, etc. L'objet bobine et ses copies, qui plus encore que dans le cas du livre sont le produit d'une industrie culturelle lourde, étant le support incontournable de la diffusion de l'œuvre et donc de son arrivée au destinataire, les spectateurs réunis en un public, le temps de cette séance de cinéma dans cette salle obscure. En outre, le film de cinéma dispose aujourd'hui d'autres supports de diffusion. L'écran de télévision, animé par une chaîne, une cassette vidéo ou plus récemment un DVD. Autant de modes de diffusion domestique qui éloignent de l'œuvre originale, format version doublée, et des conditions de réception, en les transférant dans l'espace privé. On l'aura compris, la question en débat est celle des contours de la culture, ici et maintenant. Aussi n'est-il pas inutile de rappeler, au moins rapidement, les thématiques critiques à l'égard des industries culturelles développées dès le courant des années 50, Chaudron, 1999, par les sociologues et philosophes allemands de l'école de Francfort, dont Adorno et Horkheimer dans la production industrielle de biens culturels, critique que retrouve Hannah Arendt qui écrit dans La crise de la culture, sa portée sociale et politique. La société de masse au contraire ne veut pas la culture, mais les loisirs, entertainment, et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation, page 263. Laissons à J.C. Passeron le soin de porter la contradiction. Dans le cas des biens culturels, l'acte de consommation est par définition même un acte de communication, page 302. Geoffre Dumazédier et son équipe du CNRS avaient pressenti cette dimension du loisir, dans une série d'études empiriques conduites entre 1954 et 1960, rassemblées dans l'ouvrage intitulé Vers une civilisation du loisir 1962. L'expérience comparative développée dans la conception, la réalisation puis l'analyse critique de 3 études sur l'Europe culturelle 2 nous a ouvert une voie d'accès tout à fait particulière à la question des politiques de la culture en France, à commencer par la délimitation même de leur champ d'application. 4 étapes jalonnent cette approche. La mise en évidence d'une tradition statistique 1, puis d'une conception élitiste de la culture 2, en passant par la preuve par les enquêtes pratiques culturelles 3, et par le foot 4. Une tradition statistique. Le Bureau de statistique de la République est créé en 1800 par le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, rapidement remplacé par Chaptal, suivi par les Pays-Bas en 1826, la Belgique en 1830 et la Grande-Bretagne en 1832, la plupart des autres pays de l'Union européenne ne se dotant un office de statistique que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, CNIS, numéro 13, janvier 1995. Statistique générale. Suivons plus sérieusement Alain Desrosières,
La période de 1789 à 1815 est décisive pour la formation des outillages politiques, cognitifs et administratifs, qui donnent son originalité à la description statistique du monde social parmi d'autres modes de description, et à la statistique française par rapport à celle d'autres pays. L'entreprise de construction d'équivalence a été pendant le quart de siècle recouvrant la Révolution et l'Empire, particulièrement spectaculaire, puisque pensée et mise en œuvre aussi systématiquement dans un temps aussi court et sur autant de questions. L'installation d'un pouvoir fort et autoritaire réalise la mise en place d'institutions efficaces. Code civil, université, lycée, administration préfectorale, bureau de statistique, recensement, etc. Et l'unification de la nation passant par une large diffusion des connaissances à commencer par celles sur les terroirs qui la composent. La statistique passe du manuscrit enfermé dans les archives de l'administration, à l'imprimé destiné en principe à un large public. L'État républicain, devenu la chose de tous, représente la société tout entière par le biais de la représentation électorale, mais aussi par les statistiques, devenues miroir de la nation, et non plus seulement miroir du prince. Et plus loin, plus tard, en France, l'État est centralisé, et sa statistique l'est aussi des deux points de vue administratif et territorial. De façon générale, la compétence d'expertise est plutôt interne à l'administration à travers les corps d'ingénieurs et de fonctionnaires, et l'université a une influence moindre que dans les trois autres pays, Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis 3. Enfin, la légitimité de la statistique en France comme outil de l'administration et donc de gouvernement, puis de politique culturelle, n'a-t-elle pas été renforcée et couronnée dès la fin du XIXe siècle par l'école sociologique française autour d'Émile Durkheim ? Statistique culturelle. Cette tradition centralisatrice en général, et statistique en particulier, se retrouve dans l'organisation même du ministère de la Culture. Le service de la recherche du ministère, l'actuel département des études et de la prospective DEP, est à quelques années près aussi ancien que le ministère lui-même. Dispositif complété depuis 1993 par la création du Comité d'histoire du ministère de la Culture 4, et plus récemment encore, par la publication du Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 19595. L'historien de la culture, Pascal Horry ne dit pas autre chose. Notons au passage qu'en raison de l'existence en ce pays d'une administration culturelle ancienne et ambitieuse, la France met à la disposition du chercheur un arsenal sophistiqué de statistiques culturelles, qui a servi de modèle à l'étranger et peut aussi, dans certains cas assez limités, inspirer la reconstitution d'un arsenal ancien 6. On peut d'ailleurs reconnaître dans l'initiative du DEP d'organisation d'un séminaire, puis du lancement d'un appel d'offres statistiques culturelles des 15 pays de l'Union européenne, en mai-juin 1995, alors que la France préside l'UE, la marque évidente de cette forte tradition statistique, ici dans le domaine culturel. Caractéristique déjà soulignée dans Impression d'Europe. Quelques recherches en sociologie de la lecture et en anthropologie de l'écriture 7. Là où l'on reconnaît le rôle incitateur de la direction du livre et de la lecture DLL, commanditaire chaque année d'études auprès du service des études et de la recherche de la Bibliothèque publique d'information BPI, Centre Georges Pompidou, service d'ailleurs absolument unique en son genre. Une conception élitiste de la culture ? C'est bien l'expérience de l'étude, statistique culturelle des 15 pays de l'Union européenne 8, qui conduit à se poser la question. En effet, la nomenclature de l'UNESCO 9 est l'outil de référence qui permet à chaque pays de répertorier les activités culturelles et artistiques, ajoutons-nous. Or, dans sa définition du champ de l'étude, il s'agissait de recenser et rassembler toutes les sources de statistiques culturelles, nationales, des 15 pays de l'UE. Le DEP, commanditaire de l'étude, a décidé, après discussion, d'en exclure les 4 dernières rubriques de la nomenclature UNESCO 7. Activités socio-culturelles, 8. Sport et jeux 9. Nature et environnement, 10. Administration générale de la culture et activités non ventilables. En revanche, les 5 domaines retenus, dont on aura remarqué qu'ils désignent des disciplines artistiques légitimes, étaient complétés par 3 rubriques transversales: financement public, emploi, pratiques culturelles. Problème, les postes 7. Activités socio-culturelles apparaissent dans les statistiques culturelles des pays nordiques, 8. Sport et jeux au Portugal et en Italie. Quant à 9.
Nature et environnement, il rappelle le nom du ministère italien de la culture, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, et enfin 10. Administration générale de la culture et activités non ventilables. Est un poste précisément important en France. Et dans les pays du nord de l'Europe en particulier, les 9 catégories sont généralement couvertes, élargissant la culture au temps libre, voire au loisir, comprenant le sport, la vie associative, et même l'éducation permanente en Autriche. Ainsi également du contenu des catégories. Archéologie se confond le plus souvent avec musée et ne comprend que les sites où il y a comptage des visiteurs. On peut noter cependant l'importance de cette rubrique en Grèce. 11 des 43 tableaux de la publication statistique culturelle concernent précisément l'archéologie, englobant alors bien évidemment les fouilles. Ou encore art du spectacle. La différenciation entre les deux sous-secteurs théâtre et théâtre musical, musique peut s'opérer différemment. Enfin, il est nécessaire d'isoler des sous-catégories spécifiques à certains pays. En Allemagne, les 35 000 chorales réunissant 2,5 millions de membres actifs. En Grèce et au Portugal, les expositions de céramique. En Espagne, parmi les spectacles, la corrida, taureau, le récital flamenco, la zarzuela, etc. 10. Nous reviendrons ultérieurement sur ces options, qui de la part du DEP et d'Eurostat apparaissent comme bien volontaristes. Il en va de même pour leur parti pris éditorial. Tant dans l'annuaire, ERIESDAFSA, 1996, que dans l'ouvrage, ERIESDAFSA, 1997, présentant les résultats de l'étude, les sources, puis les données sont présentées non pas globalement par pays, mais par rubrique de l'UNESCO, en commençant par la première patrimoine culturel, les 15 pays y étant classés par ordre alphabétique. La preuve par les enquêtes pratiques culturelles. L'intérêt de telles enquêtes est incontestable, ne serait-ce que parce qu'elles fournissent aux chercheurs, mais aussi aux politiques des données de cadrage, les grandes tendances du qui fait quoi, comment de son temps libre. Mais une mise en comparaison des données françaises, certes récurrentes et les plus complètes, avec celles d'autres pays de l'Union européenne, Espagne, Italie, Portugal, en démontre certaines limites. En France. Ainsi, est-on en droit de se demander si ce ne serait pas cette même acception quelque peu élitiste de la culture qui définit le champ des enquêtes pratiques culturelles des Français, 1973, 1981, 1989, 1997, du ministère de la Culture. De ce point de vue, on peut souligner la grande différence avec celle de l'INSEE, les comportements de loisirs des Français 1967, et les pratiques de loisirs, enquête 1987 à 88, déjà repérables dans leurs intitulés respectifs. Lisons Olivier Donat, dès son origine. Pratique culturelle des Français s'est centrée sur les pratiques répondant à l'offre culturelle publique. La fréquentation des lieux culturels pour l'essentiel, tout en s'inscrivant dans une perspective suffisamment large pour aborder la plupart des usages du temps libre. Aborder les thèmes de la télévision, du sport, du jardinage ou de la fréquentation des fêtes foraines et des zoos permet de limiter les biais d'enquête, en offrant aux personnes qui ne marquent aucun intérêt particulier pour les activités relevant du ministère de la Culture l'occasion de parler de leur centre d'intérêt. On échappe à une description purement négative de leur manque et de leurs absences de pratique 11. Même à ne reprendre que les exemples cités, on constate que ces activités de loisirs ne sont pas l'exclusivité des personnes qui ne marquent aucun intérêt particulier pour les activités relevant du ministère de la Culture, autant dire des catégories populaires. En revanche, les écarts de fréquentation des lieux culturels légitimes, activités relevant du ministère de la Culture, restent considérables, et le plus souvent au bénéfice de la seule catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures, CPIS, dont il faut rappeler qu'elle ne constitue que 12% de la population active française qui tient à distance même les professions intermédiaires. Paradoxalement, le fait de consacrer le chapitre 1, pratiques culturelles, temps libre et sociabilité, aux seules activités de loisirs, évacue définitivement la question de leur relation avec les pratiques culturelles dites légitimes. Aussi faut-il se reporter à la publication de l'enquête précédente 12 pour trouver un tableau unique qui rassemble les 24 sorties et visites, et mieux encore, par ordre décroissant de taux de fréquentation, et dans lequel se côtoient cinéma et fêtes foraines, 49% et 45%, musées et bals publics,
30% et 28%, monuments historiques, discothèques et matchs sportifs payants 28%, 26% et 25%, expositions temporaires réseau 23%, galeries d'art, théâtre professionnel, parcs d'attractions et spectacles amateurs 14%, concerts de musique classique et cirque 9%, etc. Et comme on le voit ici, composer cette même liste pour l'enquête 1997 oblige à rechercher les données dans les 316 pages de la publication qui en présentent les résultats. Seule progression remarquable entre 1989 et 1997, la brocante, de 36% à 54%, le spectacle amateur, de 14% à 20%, et le cirque, de 9% à 13%. La fréquentation répond à une offre plus abondante et plus diversifiée, de la brocante à la foire à la brocante, du cirque au nouveau cirque. D'autre part, on constate une grande similitude entre les données italiennes et françaises. Enfin, les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français 13 traite explicitement des seules disciplines artistiques légitimes, musique, théâtre, danse, écriture, arts plastiques. Là où les deux dernières enquêtes pratiques culturelles des Français abordaient en outre, pour celle de 1989, la participation aux associations artistiques et culturelles, rejetée en 1997 dans le fameux chapitre 1. Et ailleurs. La typologie issue du travail de Circle sur la participation culturelle en Europe 14 qui distingue la culture d'appartement, audiovisuel, lecture, la culture de sortie, cinéma, spectacle vivant, patrimoine, etc. et les cultures identitaires est tout à fait intéressante. En particulier cette dernière composante, transversale, comprend d'une part les pratiques amateurs individuelles et la vie associative. Un Européen sur 10 fait partie d'une association culturelle. Et d'autre part et surtout, c'est nous qui soulignons les autres cultures, les cultures populaires, les cultures ethniques, la culture jeune. Reprenant le fil de la comparaison, on est frappé par la richesse des données concernant les pays du Sud, mettant en évidence leurs particularités culturelles, confèrent supra, et plus encore une conception moins restrictive de la culture et une attention plus grande portée aux spécificités régionales. Ainsi, Cultura en Cifras présente des résultats Espagne entière, mais également quelques-uns détaillés par communauté autonome, 17 régions. Ou encore, dans les Statistiche Culturali, l'équivalent italien de nos chiffres clés de la culture, outre les données Italie entière, apparaît le détail par province, région et chef-lieu. En France et ailleurs, les mêmes déterminants. Que l'on compare certains des résultats des enquêtes pratiques culturelles des Français, Tempo Libero e Cultura, Equipamientos, Praseteicaes y Consumo Cultural de los Españoles, et Praticas Culturae do Lisboeta 15, deux déterminants sociaux, le premier relatif à l'offre, la taille de la commune de résidence, le second au niveau de scolarisation, confirment leur force dans les variations maintenant bien connues d'une pratique culturelle dite légitime ou cultivée, aller au musée. Mais plus intéressante encore, le fait que ces mêmes déterminants opèrent avec la même force sur la pratique culturelle, la plus diffusée à ce jour dans ces différents pays, aller au cinéma 16. Et par le foot. En ces matières aussi, il existe une hiérarchie des légitimités qui définit la valeur susceptible d'être reconnue aux différents sports dans la conversation bourgeoise et que le Monde exprime assez bien en consacrant au tennis et au rugby, et secondairement à l'athlétisme, de véritables articles critiques, souvent signés de noms connus, tandis qu'il accorde un traitement beaucoup plus distant et impersonnel au football et au cyclisme 17. En France. Ce qui s'est passé autour de la Coupe du monde de football en 1998 ne rend-il pas complètement obsolète l'analyse datée de Pierre Bourdieu ? En effet, la mise en scène très intellectualisée de l'événement par cette même presse, 20 ans plus tard, à l'occasion de ce mondial à domicile, confirme cette manie typiquement française de requalifier systématiquement par le haut un loisir populaire. On en veut pour preuve deux publications du Monde, sans compter le supplément quotidien, d'ailleurs repris à l'occasion du mondial 2002, 7 écrivains au stade, mai 1998, et Football et passion politique, mai-juin 1998, et une de Libération, mondial 98, 32 écrivains sur le terrain, 9 juin 1998. C'est également que 20 ans plus tard, en tête, tant sur les écrans que dans les stades, le football de haut niveau écrase toutes les autres disciplines, certes de façon encore plus massive en Angleterre et en Italie 18.
Une progression néanmoins déjà remarquable en France, même dès le milieu des années 80. Faut-il souligner qu'aujourd'hui le football s'est très largement diversifié socialement et géographiquement ? Quelle que soit l'échelle que l'on retienne, régionale, nationale, internationale, on constate les extraordinaires progressions et diffusions de l'amour foot pour reprendre l'expression de J. Bureau. Le nombre de licenciés passe de 759 000 en 1971 à 1 606 000 en 1982. Les spectateurs se recrutent dans toutes les catégories sociales et reflètent la physionomie sociologique d'une ville et d'une région. Les joueurs ne sont plus, à de rares exceptions près, issus des corons des banlieues ouvrières, mais le plus souvent fils de footballeurs de moindre niveau. Enfin, une répartition géographique plus équilibrée des clubs vedettes. Le Nord industriel ne concentre plus les équipes phares du championnat de France. Et la FIFA compte plus de nations membres que l'ONU 19. Le football aujourd'hui, un référent universel 20, ou encore mondialisé, ce même football se construit et s'exporte selon des lois homologues à celles de tous les biens culturels à forte composante symbolique. Il s'agit de le transformer en un divertissement accessible à la fois aux classes populaires et aux classes moyennes. En ce sens, l'évolution du football exige un travail de relation qui contribue à la construction du sport comme spectacle en effaçant ses origines populaires, son attachement au cadre local, si présent dans le folklore des supporters de clubs, et surtout, toute trace de violence et de vulgarité liée à son passé de culture de masse 21. Et ce sociologue français et cet anthropologue brésilien de rappeler comme à l'issue du match France-Croatie au Stade de France, la presse s'est fait l'écho de la réclamation des joueurs, ne pas venir en cravate. Au contraire, le public habituel qui, maintenu à l'extérieur par le prix des places, devait se contenter d'une retransmission des matchs sur écran place de l'Hôtel de Ville ou au Stade Charléty, était jeune, populaire et enthousiaste. Et vu d'ailleurs. Toujours dans ce même article, les deux auteurs insistent. L'atmosphère aseptisée des stades européens, avec leurs places assises, numérotées et réservées par ordinateur, étonnait les Brésiliens qui avaient la chance d'obtenir des billets. D'ailleurs, ajoute-t-il, tout Européen qui a l'occasion de voyager ou de travailler au Brésil découvre que le football y occupe une position différente dans la hiérarchie des sports et des spectacles de divertissement. Ainsi, dans les mois qui ont précédé le mondial, l'événement était déjà dans toutes les têtes, chez les universitaires, aussi bien que chez les cadres d'entreprise, les chauffeurs de taxi, les personnels des hôtels. Plus proche de nous, l'Italie fait une place à ce sport sans commune mesure avec celle qui lui est concédée en France. En matière de culture et de culte attaché au football, la société italienne possède plusieurs longueurs d'avance sur la société française, une connaissance très largement répandue dans la population, masculine S'. En temps, des systèmes et des tactiques de jeu, 4 quotidiens sportifs à peu près exclusivement consacrés au football, un seul en France, et une floraison de revues spécialisées, une assistance moyenne aux matchs du championnat de première division de 36 000 spectateurs, 10 000 en France, un mercatifo, marché du supporter florissant offrant aux passionnés une profusion d'apostrophes, objets emblématiques, écharpes, stylos, maillots, boutons de manchette, adhésifs, etc. Mais c'est surtout dans les manifestations de soutien aux équipes que les décalages, qualitatifs et quantitatifs, entre les deux traditions sont les plus apparents. L'effervescence émotionnelle, la tension, la théâtralisation des passions, la variété des pratiques magico-religieuses mises en œuvre pour infléchir le destin sont sans commune mesure en Italie et en France 22. Mieux encore, figure de l'identité collective, le style et la composition de l'équipe diffèrent profondément d'un pays à l'autre. Les victoires de l'équipe de France sont ainsi régulièrement perçues comme des célébrations du génie d'un peuple, qui se distinguerait par sa vivacité,
sa créativité, son intelligence, caractéristiques du football champagne, du jeu à la française. Les styles de l'OM et de la Juventus de Turin sont nettement opposés, reflétant chacun une vision particulière du monde, des hommes, de la cité. L'OM et donc Marseille se signaleraient par leur goût du panache, du fantasque, de l'efficacité spectaculaire. La devise du club est dès ses débuts droit au but. L'OM est davantage un club de coupe, qu'il a remporté 9 fois, que de championnat, véritable course de fond qui demande plus de calcul, de régularité, de discipline, toute qualité qui serait étrangère au style local. Le style de la Juventus est, pour ainsi dire, la réplique inverse de celui de l'OM. Il est vrai qu'il ne s'agit pas là de l'image idéale de la culture d'une ville, mais de la culture d'une entreprise rigoureusement organisée. Le Juventus style, modèle inventé par Agnelli, président de la Fiat et du club des années 1920 à la fin des années 1950, est symbolisé par les 3 S, simplicita, serietà, sobrietà, simplicité, sérieux, sobriété, qui résument un projet de société. L'important ici n'est pas de fournir un beau spectacle, de marquer un maximum de buts, mais d'abord de gagner 23. Il est amusant de clore ce premier exercice de relativisme culturel par les propos de Bernard Pivot, célèbre pour ses émissions littéraires, puis culturelles, bouillon de culture, double jeu à la télévision, sans oublier sa fameuse dictée. Le football italien reste, vu de Paris, comme un modèle enchanteur. Comment expliquer cette inaltérable séduction? Il y a d'abord le soleil, beaucoup plus souvent qu'en France le 23e joueur sur le terrain. D'autant que beaucoup de matchs ont lieu le dimanche après-midi, alors que chez nous, même quand l'hiver est rude, on persiste à convoquer joueurs et spectateurs dans la nuit glabre et lugubre. Comment le public italien ne serait-il pas de bonne humeur pour aller au stade? D'autant qu'il est animé par un sentiment inconnu des Français. L'adhésion fervente, amoureuse, fidèle, aux couleurs d'un club, qui va de pair avec l'opposition tout aussi résolue et durable aux couleurs de l'autre club de la ville, même pas de club professionnel à Paris. On est supporté du Milan AC, donc anti-Inter, et inversement. Les Nantis adhèrent à la Juventus de Turin, propriété des Agnelli, et les ouvriers de la Fiat sont plutôt les sociaux du Torino. Les Romains se partagent entre la S. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.